Bonjour et bienvenue sur le cours sur le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Nous allons parler aujourd'hui sémiologie et évaluation concernant ce trouble. Je vous propose de revoir rapidement l'objectif de ce cours qui est de connaître et surtout de reconnaître un TDAH en s'appuyant sur une classification internationalement reconnue comme le DSM-5 et sur des recommandations françaises mais aussi internationales sur lesquelles se sont appuyés l'ensemble du contenu qui va vous être présenté tout au long du cours d'aujourd'hui, mais aussi le cours de régulation. Je vous rappelle que vous avez un fichier sur lequel vous avez la possibilité de compléter les différentes informations. Ce fichier ne sera pas corrigé en groupe classe, c'est à vous de le compléter au fur et à mesure de la présentation de ce cours, et si nécessaire de poser vos questions lors du cours de régulation. Parlons rapidement de ce qu'est le TDAH dans une brève introduction. Le TDAH touche environ 6% des enfants et persiste chez l'adulte dans environ 60% des cas. En effet, on observe des signes d'un trouble déficitaire de l'attention et d'hyperactivité chez la plupart des adultes qui ont reçu un diagnostic de TDAH lorsqu'ils étaient enfants. Une notion à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on diagnostique beaucoup plus de TDAH qu'il y a quelques années parce qu'on connaît mieux ce trouble et pas parce qu'il est plus présent. C'est juste que les professionnels se sont emparés du sujet du TDAH, qu'aujourd'hui on a plus de littérature pour les identifier, pour les accompagner aussi. Il faut savoir que le TDAH est un trouble qui entraîne des difficultés sur beaucoup de plans différents, l'organisation évidemment, l'attention, mais aussi sur les habiletés motrices, notamment à cause de l'impulsivité qu'ils peuvent avoir ou démontrer. Ce qui est très compliqué dans l'accompagnement de la personne et de l'enfant TDAH surtout, c'est la présence des comorbidités. Donc on sait qu'environ 75% des enfants présentant un TDAH ont aussi au moins un autre trouble associé. Quand on parle de troubles associés ou de comorbidité avec le TDAH, on va parler de troubles anxieux, d'autres troubles psychologiques, mais on va aussi parler des troubles spécifiques des apprentissages ou d'un TDC ou d'un autre trouble du neurodéveloppement. On sait aujourd'hui qu'ils sont fortement associés entre eux chez la même personne, mais aussi au sein d'une même famille, dans une même fratrie. C'est une notion à avoir vraiment en tête quand vous allez être confronté à une pratique clinique. Si demain vous êtes confronté à une famille qui vous amène plusieurs de ses enfants en consultation, ou si vous travaillez dans une équipe et que d'autres enfants ont été vus par des professionnels de cette équipe, c'est pas le modèle familial qui est à remettre en question. C'est génétiquement, on sait qu'ils ont forcément plus de chances d'avoir plusieurs enfants présentant des troubles du neurodéveloppement au sein d'une même fratrie. Donc avoir plusieurs enfants ayant un TDAH ou ayant un TDAH et un autre trouble du neurodéveloppement, c'est normal et il n'est en aucun cas question de remettre la faute sur les parents. Je vous propose d'avancer rapidement sur le contenu de cette forme. Je vous propose d'avancer maintenant sur la partie 1 et de vous présenter ce qu'est concrètement le TDAH. Mais avant ça, je voulais insister sur l'évolution de ce trouble. En effet, assez régulièrement, j'entends de la part de familles, de collègues ou d'autres professionnels que le TDAH est apparu tardivement, ou en tout cas récemment, ce qui est tout à fait faux puisqu'on observe dans la littérature des premières descriptions de ce que pouvait être un enfant TDAH à l'époque, euh, dès 1775, donc on n'est quand même pas à hier, et il faut savoir que cette première apparition est déjà assez précise, c'est-à-dire qu'on définit déjà des symptômes d'inattention, des symptômes d'hyperactivité aussi. Donc il faut avoir bien en tête qu'on parle d'un trouble qui existe depuis toujours, qui existe depuis longtemps, qui était peut-être mal documenté, mal décrit parce que, notamment en France, le contexte de l'évolution de la médecine notamment, a permis une évolution de la compréhension de ce trouble et les différents travaux interdisciplinaires et internationaux ont permis d'affiner ce qu'est a permis d'affiner euh, le tableau clinique du TDAH pour en arriver à celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc rapidement, il faut savoir que dès 1845, l'hyperactivité et les déficits de l'attention sont très bien décrits dans la littérature.
Encore une fois, on ne parle pas spécifiquement d'un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais on décrit ces symptômes. En 1917, on décrit concrètement les symptômes du TDAH qu'on connaît aujourd'hui, mais le gros bémol qui est apporté, c'est qu'à l'époque, l'hypothèse, elle est seulement génétique et on parlait d'un trouble cérébral. En 1945, l'après-guerre, on parle d'un trouble affectivo-caractériel. Donc cette nomenclature-là, elle est uniquement retrouvée dans la littérature française et il faut la mettre aussi en relation avec un moment où dans la médecine, en tout cas dans l'approche de l'enfant, dans l'accompagnement des enfants et des parents, on avait une tendance à la culpabilisation maternelle avec le tout psychanalytique et tout ce qui était théorie du neurodéveloppement n'était pas encore arrivé. Ça arrivait progressivement aux États-Unis et sur le continent nord-américain, mais en tout cas, on n'y était pas encore dans notre pays français. On n'y était pas encore, en tout cas en France, et il faut avoir bien en tête que c'est seulement en 1994 que dans notre pays, on va parler du terme de trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc le fameux TDAH, qui sera en fait une traduction littéraire du terme anglophone que je vous laisse lire juste en dessous de la diapo. Donc si vous faites des recherches sur la littérature concernant le TDAH, je vous invite à utiliser les initiales ADHD et à faire vos recherches en regard de la littérature anglophone, évidemment. Parlons maintenant des classifications. Je voulais d'abord vous parler du DSM-5, vous l'avez bien compris. J'ai en charge l'instruction de plusieurs cours sur les troubles du neurodéveloppement et systématiquement, je m'appuierai sur cette classification-là qui est la plus actuelle, la plus utilisée et la plus recommandée au sein des professionnels qui travaillent avec des enfants et des adultes présentant des troubles du neurodéveloppement. C'est une classification qui est récente, elle date de 2015. Il faut savoir que le TDAH est désormais classé dans le DSM-5 par rapport au DSM-4 dans les troubles du neurodéveloppement, alors qu'avant, il faisait partie des troubles psychiatriques de l'enfant. Alors, plusieurs problématiques à cela. La première, c'est que on identifiait ça comme un trouble psy, et donc potentiellement les indications thérapeutiques n'étaient pas les bonnes. Deuxième problématique, on identifiait cela comme un trouble psychiatrique uniquement chez l'enfant. Ce qui voulait dire que tant qu'on utilisait le DSM-4, on ne reconnaissait pas que ce trouble était persistant à l'âge adulte. Or, aujourd'hui, on le sait, il persiste à l'âge adulte, des symptômes d'inattention notamment. Et c'est pour cela qu'il y a eu une reclassification du TDAH au sein des troubles du neurodéveloppement. Dans la CIM 11, qui est l'autre grande classification qui va paraître en 2022, on retrouvera certainement un terme proche de celui qu'on retrouve dans le DSM-5. Néanmoins, il faut avoir en tête que dans la CIM 10, on parlait d'un trouble hyperkinétique et qu'on était très loin de la classification qu'on connaît dans le DSM-5 et des éléments qui y sont associés. Donc je vous l'ai dit, le TDAH fait partie des nombreux troubles du neurodéveloppement qui sont fortement liés entre eux. Selon le DSM-5, les troubles du neurodéveloppement sont ceux-là. Vous connaissez déjà ce graphique, je ne vous le représente pas. Nous allons de toute manière rester concentrés sur le TDAH. Je voulais rapidement vous parler des origines du TDAH. Aujourd'hui, on sait que le TDAH, il est causé par des causes génétiques qui sont associées à des causes environnementales. De quoi on parle quand on parle de causes environnementales ? On parle de substances toxiques qui auraient été absorbées par l'enfant, le nouveau-né, de carences nutritionnelles, d'événements qui auraient eu lieu pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Mais on parle aussi d'autres carences, de stress ou d'une situation de pauvreté chez la famille. Donc il y a beaucoup de facteurs de risque finalement qui sont identifiés dans ces causes environnementales. Et dans les causes génétiques, pourquoi il y a des causes génétiques au TDAH? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des différences qui sont cérébrales, qui sont génétiques. On sait aussi, grâce à l'étude des familles notamment et des fratries, qu'il y a une prédisposition au sein d'une même famille à être identifiée ou être diagnostiquée avec un TDAH. Donc les causes, elles sont multifactorielles,
plurielles, encore mal définies malheureusement, mais en tout cas, elles tendent vers une validation de ce qu'on définit comme un trouble du neurodéveloppement, puisque c'est un trouble qui est présent dès la naissance chez l'enfant, qui va pouvoir être diagnostiqué très tôt, avec bien sûr des garde-fous, puisqu'il va falloir valider des critères diagnostiques, mais le TDAH est un trouble qu'on va pouvoir diagnostiquer grâce aux critères diagnostiques dès la petite enfance jusqu'à l'âge adulte aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui doit vous alerter quand vous rencontrez un enfant ou quand vous êtes dans un repas de famille et que vous vous demandez si le petit cousin il n'a pas un TDAH? Et bien finalement, on va regarder différentes dimensions chez l'enfant. La première dimension, c'est la dimension qui est liée à l'inattention. Finalement, est-ce que l'enfant, il est attentif à ce qui se passe? Est-ce qu'il donne l'impression de toujours être dans la lune, de ne pas écouter les consignes? Est-ce qu'il faut répéter régulièrement? Euh, des difficultés liées à l'inattention, ici on parle vraiment d'un niveau pathologique, c'est-à-dire que si l'enfant, ça fait trois quarts d'heure qu'il est en train de travailler sur une tâche, qu'il a mis toute sa concentration dans cette tâche et que derrière on le voit papillonner, effectivement on ne va pas parler d'une inattention. Néanmoins, il faut avoir bien en tête qu'un enfant TDAH a très souvent, euh, j'ai même envie de dire systématiquement, un retard, un décalage dans l'initiation dans une tâche par rapport au reste du groupe classe. Par exemple, dans une situation scolaire. On va retrouver aussi des difficultés qui vont plutôt être liées à l'hyperactivité. Alors là, ça va être des enfants qui vont déborder, hein. Ils vont avoir beaucoup de mal à rester immobiles, à rester calmes. C'est des enfants parfois qui parlent très fort, euh, qui ne respectent pas l'espace avec les autres, qui sont vulgairement, on dit que c'est des piles qui ne tiennent pas dans des files d'attente. Euh, avec l'hyperactivité, souvent, et c'est là que les confusions se créent, on a ce qu'on appelle une impulsivité. Et l'impulsivité, ben, vous connaissez ça, c'est cette tendance à y aller. On n'attend pas la fin de la consigne et on y va. On commence la tâche. On n'a pas pris en compte la totalité de la consigne, la mesure de la tâche, et on s'engage. Concrètement, ça peut poser des gros problèmes à certains enfants, notamment au niveau habileté sociale. Ils vont pas attendre leur tour pour prendre la parole. Ils vont avoir du mal à coopérer. Avec l'impulsivité, souvent, on a des difficultés à gérer ses émotions. Donc, tous ces petits signes-là, ils peuvent déjà vous mettre la puce à l'oreille ou permettre d'identifier, de dépister un enfant susceptible de présenter un TDAH. À l'âge adulte, c'est l'aspect trouble de l'attention, c'est l'inattention qui sera le plus identifié et qui sera le plus impactant et qui sera le plus facilement du coup reconnaissable aussi pour potentiellement arriver à un diagnostic. Pour illustrer les propos que je viens d'évoquer avec vous, je vous propose de regarder une vidéo. Cette vidéo, elle est disponible sur la chaîne YouTube de l'association TDAH Hyper Super. C'est une vidéo qui dure quelques minutes que je vous encourage à aller regarder. Euh, donc je vais la lancer en espérant que le son est suffisant pour que vous puissiez l'entendre. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à utiliser le lien ou en tout cas à retaper le nom de la vidéo sur YouTube. L'idée, c'est que cette vidéo illustre rapidement en 3 minutes les trois dimensions, donc inattention, impulsivité, hyperactivité qu'on pourrait retrouver chez des enfants scolarisés, avec des exemples très concrets. Je vous invite à éveiller déjà un peu votre curiosité et à aguerrir votre regard concernant ce trouble.
Des fois, il y a trop de bruit autour, du coup, j'arrive pas à me concentrer. Et des fois, j'arrive pas à me concentrer normalement, quoi. C'est parce que je me concentre pas trop sur mon travail, des fois. Comme par exemple, des fois, il y a des papillons. Je suis là, il y a un papillon! Bah oui, tu le dis aux copains aussi. Oui. Je fais, il y a un papillon. Après, ils disent à l'autre, à l'autre qui est à côté. Après, ils le répètent fort. En fait, t'as déconcentré toutes les classes. Voilà. Je fais, il y a un papillon. Après, l'autre, il fait, il y a un papillon. Puis l'autre, il y a un papillon. Et après, tout le monde fait, il y a un papillon. Et, et du coup, après, tout le monde rigole. Je me tiens sur ma chaise un peu freestyle parce que je sais pas, j'aime bien être comme ça. Puis je sais pas, sinon après, je bouge trop et tout. Enfin, je suis toujours en train de bouger un peu et tout. Alors que si je me mets comme ça, je suis calée, je peux plus bouger mes jambes. Donc, c'est comme si je devais tout le temps bouger, sinon après, j'arrive, je suis pas. Je sais pas, moi, je bouge pas, je suis pas bien, je sais pas, c'est bizarre. En cours, soit c'est la prof parle, tout ça, je la regarde, je l'écoute, mais je sors du cours et je me dis mais qu'est-ce que j'ai appris quoi. Ou sinon c'est sans faire attention, je me fais engueuler par le prof ou je me fais reprendre plusieurs fois par le prof parce que je suis en train de parler avec des gens. Qu'est-ce qui te déconcentre aussi à l'école? Ce qui me déconcentre, c'est... je vais voir dans les livres. Alors, c'est la marmite au cerveau. Dans cette vidéo, vous avez pu constater que le TDAH s'exprime à tous les âges et a un fort impact au niveau de la scolarité des enfants. C'est assez régulièrement un des motifs de consultation, l'impact du trouble dans la scolarité de l'enfant. L'impact sur l'écriture, sur l'organisation, sur la réalisation des devoirs, autant d'activités qui peuvent concerner notre profession d'ergothérapeute. Avant de parler intervention, nous allons continuer notre première partie Avant de parler spécifiquement de l'intervention dans un prochain cours, je vous propose de poursuivre celui-ci en avançant sur le diagnostic du TDAH. Les critères diagnostiques, quels sont-ils? Quels sont les professionnels qui vont directement intégrer ce diagnostic, participer à ce diagnostic? Comment nous, en tant qu'ergothérapeute, nous allons aussi potentiellement participer au diagnostic ou au dépistage de ces enfants-là. Et surtout, on prendra le temps ensemble d'observer les conséquences qu'a le TDAH sur la qualité de vie, sur l'état de santé des personnes qui ont reçu un diagnostic de TDAH. Les critères diagnostiques du TDAH sont au nombre de 4, comme dans beaucoup des critères diagnostiques des troubles du neurodéveloppement au sein du DSM-5, on retrouve 4 critères avec un critère D, donc le 4e, qui a pour objectif de faire l'exclusion. C'est-à-dire que si vous validez le critère D, enfin si vous excluez le critère D en déterminant que l'épisode est étape. Les critères diagnostiques du TDAH sont au nombre de 4. Le dernier critère, le critère D, devrait être validé en priorité. C'est celui qui aurait pour objectif d'exclure un potentiel diagnostic de TDAH. En effet, si les symptômes observés apparaissent exclusivement pendant une schizophrénie ou pendant un trouble psychotique, il sera inenvisageable d'obtenir un diagnostic de TDAH. Aussi, il ne faut pas que les symptômes s'expliquent de manière primaire par un trouble mental. Reprenons maintenant les différents symptômes un par un. Le premier critère diagnostique est un critère diagnostique qui met en avant le mode persistant d'inattention et ou d'hyperactivité et impulsivité. Vous voyez bien que ces deux éléments sont associés entre eux.
Et ce mode persistant d'inattention associé à l'hyperactivité ou l'impulsivité doit interférer avec le fonctionnement de l'individu. Il faut bien évidemment que plusieurs symptômes d'inattention ou d'hyperactivité-impulsivité soient présents avant l'âge de 12 ans. Ce qui veut dire que le diagnostic va être possible avant 12 ans, mais aussi après 12 ans. Et que quand le diagnostic doit être réalisé à l'âge adulte, il va falloir des écrits, il va falloir des témoignages, parfois des récits familiaux, qui expliquent, qui mettent en avant l'existence de symptômes dans l'enfance. Il faut aussi spécifier au moment du diagnostic si le TDAH est un TDAH à présentation combinée. Est-ce qu'il y a une inattention associée à de l'hyperactivité et de l'impulsivité ? Est-ce qu'il y a une inattention qui est prédominante? Ou est-ce que l'hyperactivité et l'impulsivité sont prédominants? Pour déterminer cela, on va regarder qu'est-ce qui n'est pas apparu sur les 6 derniers mois. Si sur les 6 derniers mois, nous n'avons pas observé de symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité, mais qu'il y a bien une inattention qui est présente, alors on parlera d'une inattention prédominante dans le diagnostic du TDAH. Un des éléments qui est très important à prendre en considération, c'est l'existence des symptômes dans au moins 2 contextes différents. Je vous parle ici du critère C. Quand on doit valider ce critère C, il est donc indispensable d'avoir des témoignages de la famille, un premier contexte, le domicile, et potentiellement d'un deuxième contexte dans lequel évolue l'enfant. Spontanément, on pense forcément au milieu scolaire quand on parle des enfants et du milieu professionnel quand on parle des adultes. Et bien effectivement, c'est eux qu'on va aller questionner. Pour cela, il existe des outils, des questionnaires qui ont été pensés pour un diagnostic du TDAH. Néanmoins, il faut bien avoir en tête une chose, c'est que le diagnostic du TDAH, contrairement à celui du TDC par exemple, est un diagnostic qui est clinique. C'est-à-dire qu'il faut seulement reprendre les 4 critères, les valider pour permettre d'obtenir un diagnostic de TDAH. Il n'y a pas d'outil de référence, de gold standard à atteindre, de score à obtenir à une évaluation pour obtenir un diagnostic de TDAH. Donc ayez bien en tête que ce diagnostic il est clinique et que finalement, un médecin ayant des connaissances suffisantes sur ce trouble pourrait très bien diagnostiquer un TDAH seul dans son bureau, avec l'enfant face à lui ou avec l'adulte. Je vous parlais à l'instant des différentes évaluations qui existent pour permettre de relever les différents symptômes d'inattention, d'hyperactivité, d'impulsivité que l'enfant va rencontrer. Ici, j'ai choisi de vous présenter le questionnaire de Conners. Le questionnaire de Conners permet de participer au dépistage du TDAH. Il a un intérêt qui est assez intéressant dans une perspective clinique, c'est qu'il s'adresse à 3 publics différents. Donc on a 3 questionnaires qui existent quand on parle de questionnaire de Conners. Le premier questionnaire, il s'adresse aux parents. Les parents vont pouvoir témoigner de leur expérience parentale. On va valoriser cette expérience parentale en utilisant les scores pour potentiellement avancer sur un diagnostic. La deuxième cible qui est destinée à utiliser le questionnaire de Conners, c'est les enseignants. L'enseignant de l'enfant est une des personnes qui passe le plus de temps avec l'enfant. En plus, l'enseignant a un point fort par rapport à n'importe quel adulte autour de l'enfant, c'est qu'il a un groupe classe. Il a une norme face à lui de manière constante. Il sait situer un enfant par rapport à son groupe. Le questionnaire de Conners permet de valoriser, encore une fois, cette expérience de l'enseignant et de prendre en considération ce qu'il a observé au quotidien dans sa classe. On va pouvoir ainsi valider le critère C, rappelez-vous, 2 environnements différents. Mais le questionnaire de Conners va plus loin et il propose aussi une évaluation dédiée au corps médical. Le questionnaire de Conners évolue encore et ces dernières années, à l'international, on voit un questionnaire de Conners de plus en plus étayé, de plus en plus difficile à coter aussi et de plus en plus technique, qui oblige les professionnels à utiliser des logiciels de cotation par exemple. En France, on utilise encore les versions papier avec une correction papier-crayon, ce qui n'est pas plus mal dans une perspective clinique car c'est un test qui reste disponible à tout le monde, mais attention à sa sensibilité et à sa validité. Le questionnaire de Conners
et je le tiens à le dire, n'est pas un questionnaire à réaliser obligatoirement pour obtenir un diagnostic de TDAH. Je vous ai parlé sur les dernières diapos de symptômes d'inattention et de symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité. Ces symptômes sont décrits dans la littérature et notamment dans le DSM-5. Au niveau de l'inattention, on retrouve une liste de symptômes assez étayée avec forcément des éléments qui sont en lien avec l'attention auditive, l'attention visuelle. Il ne semble ne pas se souvenir des consignes, il ne semble pas écouter quand on lui parle, il a du mal à s'organiser, il se laisse souvent distraire par des stimuli externes ou à des oublis fréquents dans la vie quotidienne. Et on va avoir aussi des symptômes liés à l'hyperactivité et l'impulsivité. C'est un enfant qui se lève souvent en classe, qui a du mal à maintenir la position assise. Rappelez-vous, l'adolescent dans la vidéo, il prend une posture un peu atypique et il explique ça très bien. J'ai besoin de bouger, donc avec cette position-là, je bouge moins, je dérange moins les autres. C'est tolérable socialement. C'est souvent des enfants qui courent, grimpent partout. Dans une aire de jeu, c'est ceux qu'on entend, ceux qu'on voit, puisque c'est souvent ceux qui se déchargent pleinement. C'est des enfants qui vont avoir un peu tendance à être toujours sur la brèche. Quand on dit sur la brèche, c'est qu'ils vont être à deux doigts de se mettre en danger. Parfois, ils vont se mettre concrètement en danger et ils ne semblent pas avoir conscience du danger extérieur. Voilà, ces différents signes, vous pouvez les regarder tranquillement, vous pouvez les lire tranquillement, vous pouvez les relever. C'est des symptômes qu'on va chercher à valider pour valider le critère A et le critère B du DSM-5. Mais alors, qui va participer au diagnostic du TDAH? Quels sont les professionnels qui s'impliquent pour accompagner et pour intégrer le parcours diagnostic du TDAH? Qui dit diagnostic dit médecin. Les médecins spécialistes chez l'enfant, on en compte deux, les pédopsychiatres et les neuropédiatres. Les pédiatres, eux aussi, sont des médecins spécialistes, mais rarement s'impliquent sur l'aspect neurodéveloppemental. Même si c'est de plus en plus le cas. On aurait pu les ajouter ici sur le schéma qui est présenté. Globalement, dans votre pratique, ceux qui diagnostiqueront un TDAH seront sûrement psychiatres, pédopsychiatres ou neuropédiatres. Ces trois professionnels ont un titre de médecin, et c'est important de l'avoir en tête. C'est eux qui diagnostiquent, c'est eux qui valident les critères du DSM-5, et c'est eux qui coordonnent le parcours de soins, qui prescrivent, si nécessaire, une médication. Deuxième professionnel impliqué et spécialiste du TDAH, c'est le psychologue ou le neuropsychologue. Le psychologue va avoir pour fonction, dans le cadre du diagnostic de TDAH, de participer à l'évaluation neuropsychologique, notamment avec un test de QI si c'est nécessaire. Mais souvent, ce qui va être demandé au psychologue ou au neuropsychologue, c'est d'évaluer justement cette capacité attentionnelle. Et à cela, on va maintenant ajouter, et de plus en plus, l'évaluation des fonctions exécutives. Les psychologues vont aussi avoir une fonction primordiale, ils vont accompagner la famille, accompagner les parents dans ce parcours diagnostique, mais surtout dans leur désespoir, souvent, puisque c'est des familles qui... Les psychologues vont aussi avoir une fonction fondamentale, celle d'accompagner la famille et les parents dans le parcours diagnostique. J'ai situé volontairement les ergothérapeutes, puisque je m'adresse ici à des futurs ergothérapeutes. Nous ne sommes évidemment pas les spécialistes du TDAH. Quand vous voyez les critères diagnostiques, on n'est pas indispensable à l'obtention d'un diagnostic du TDAH, comme c'est le cas dans d'autres troubles du neurodéveloppement. Néanmoins, on peut avoir une fonction. Déjà, celle d'évaluer le traitement sensoriel. Est-ce que c'est un enfant qui tolère le bruit? Est-ce que c'est un enfant qui tolère les stimuli visuels, olfactifs? Est-ce qu'il a des particularités sensorielles finalement? Pour ça, on pourrait utiliser une évaluation comme le profil sensoriel de Dunn. Aussi, et je vous l'ai dit dès le début de cette présentation, l'enfant TDAH a plusieurs habiletés qui pourraient être déficitaires, entravées, empêchées. Et ça peut être notre rôle d'évaluer ces capacités-là, notamment les habiletés motrices et les habiletés graphiques. L'écriture chez l'enfant TDAH est souvent altérée et on retrouve très souvent les signes de l'impulsivité de l'enfant TDAH dans son écriture. C'est-à-dire que l'écriture est précipitée,
Les formes de lettres sont très très aléatoires, c'est-à-dire qu'il a du mal à automatiser une séquence motrice stable, et c'est des enfants qui vont avoir une écriture qui est peu valorisante pour eux. Mais vous me direz alors quelles conséquences pour le TDAH? Finalement, le TDAH, il entraîne plusieurs conséquences. D'abord, des conséquences au niveau... Finalement, le TDAH, il entraîne plusieurs problèmes. D'abord, des problèmes médicaux. En effet, dans la littérature, on retrouve notamment une relation entre TDAH et obésité. Un enfant TDAH aurait 3 fois plus de risques d'être obèse que son frère, sa sœur ou son cousin. Donc, au sein d'une même famille, avec la même alimentation, avec le même environnement, les mêmes habitudes de vie, l'enfant TDAH a plus de chances, a plus de risques d'être obèse. 45% des asthmatiques sont susceptibles d'avoir un TDAH. Encore une relation intéressante à avoir en tête. Ici, je vous donne des notions qui pourraient être pertinentes d'aller chercher, notamment au moment d'une anamnèse, d'un entretien initial, pour potentiellement participer au recueil des données qui pourraient interpeller un médecin sur un diagnostic de TDAH. On sait aussi que lorsqu'il y a un diabète sucré, l'enfant TDAH gère très mal ce diabète. Et donc, on a des gros risques qui sont entraînés par cette mauvaise gestion du diabète. Aussi, il y a 40% de risques pour un enfant TDAH d'être diabétique. Je vous l'ai dit aussi dès le début de la présentation, l'enfant TDAH a plus de risques de présenter des troubles du sommeil, mais aussi des troubles psychiques et psychiatriques. Tous ces éléments-là ont conduit plusieurs pays à travailler sur la question du TDAH. Pourquoi ? Parce que quand on voit ça, on comprend que le TDAH, c'est d'abord un enjeu de santé publique, mais ça a aussi un coût assez incroyable pour la société. Le fait que ça a un coût, ça a créé des enjeux qui, aujourd'hui, permettent d'améliorer, ou en tout cas qui vont tendre à améliorer la situation sanitaire dans laquelle nous sommes. Les politiques publiques s'emparent de plus en plus de la question du TDAH, de ce que c'est, de comment mieux l'accompagner. Et c'est important de regarder ces éléments-là. Nous venons de parler des conséquences et des problèmes médicaux. Voyons maintenant quel impact a le TDAH sur la qualité de vie des personnes. On sait, et c'est déjà très très aidé dans la littérature, que le TDAH a non seulement un impact sur le fonctionnement de l'enfant ou de la personne diagnostiquée à l'âge adulte, mais le TDAH a surtout et aussi un impact sur l'entourage. Ce qui a poussé, et on le verra dans la partie sur l'intervention, des cliniciens, des professionnels et des chercheurs à travailler sur l'accompagnement familial. Accompagner un enfant TDAH, c'est accompagner un système. C'est intégrer une approche systémique qui considère l'enfant au sein d'un micro-environnement. L'environnement familial, l'environnement scolaire, et les comportements de l'enfant TDAH vont forcément avoir un impact sur la qualité de vie des parents, sur l'équilibre familial, l'équilibre de la fratrie. Et ces éléments-là, il faut bien les avoir en tête quand on accompagne une famille et un enfant présentant ce trouble-là. Mais aussi, les personnes présentant un TDAH ont plus de risques de présenter des blessures accidentelles. C'est des personnes qui ont plus de risques de faire des accidents de voiture, par exemple. On retrouve aussi, malheureusement, un pourcentage de morts prématurées et de suicides qui est plus important chez les personnes TDAH que chez n'importe quelle autre personne. Le taux de suicide, il s'explique aussi par le grand mal-être qui est vécu par les personnes TDAH. Aujourd'hui, on sait que l'aspect psychosocial de ce trouble est encore trop mal accompagné. Et il faut renforcer cet accompagnement-là, notamment avec l'intervention de nos collègues psychologues. La qualité de vie des enfants TDAH dépend aussi directement de ces éléments-là, d'où l'intervention en ergothérapie, qui peut avoir du sens encore à l'âge adulte. On sait aussi que malheureusement, l'enfant TDAH a plus de risques de devenir délinquant demain,
de décrocher scolairement ou de présenter des difficultés scolaires et de consommer des substances type alcool ou drogue, d'être dépendant à ces substances. Maintenant que je vous ai présenté l'impact sur les problèmes médicaux et sur la qualité de vie de ces personnes, vous comprenez pourquoi le TDAH est devenu aujourd'hui un trouble dont on parle beaucoup plus. Dont on parle beaucoup plus dans le système sanitaire, médico-social, mais aussi au niveau politique. En effet, ce trouble présente de très nombreux enjeux. C'est un trouble qui coûte cher à la société. Il faut accompagner les dépendances, il faut accompagner le décrochage scolaire, il faut accompagner les problèmes médicaux type diabète. Donc ces éléments-là ont poussé les politiques à s'emparer de la question du TDAH et j'espère que dans les années à venir, on va encore améliorer l'accompagnement de ces enfants et de ces adultes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le TDAH et l'évaluation, je vous préconise divers. Si vous souhaitez en savoir plus sur le TDAH et son évaluation, ou ce que c'est le TDAH finalement, j'ai mis ici pour vous plusieurs ressources qui me semblent intéressantes. La première, c'est cet ouvrage sur le TDAH chez l'adolescent et l'enfant, qui reprend globalement et de manière très vulgarisée les grandes informations, celles qui sont principales pour accompagner ou comprendre le TDAH. La deuxième ressource que je voulais citer, c'est une association d'usagers qui s'appelle Hyper Super TDAH France et sur laquelle vous allez trouver de très nombreuses ressources, des ressources de vulgarisation, mais aussi des ressources type recommandations de pratique. Et cette association a fait un travail formidable aussi de traduction de grands articles écrits bien sûr en anglais sur le TDAH, dont un que je voulais évoquer avec vous et que j'utilise quotidiennement dans ma pratique, mais que j'ai aussi utilisé pour réaliser ce diaporama. Il s'agit de cet article qui est en fait une déclaration de consensus internationale. Donc, tous les meilleurs chercheurs sur le TDAH se sont réunis et ont établi des grandes recommandations, des grandes affirmations. Ils ont affirmé des choses qui sont importantes, notamment sur l'âge diagnostique, sur les causes, sur l'histoire du TDAH. Et ceux qui veulent travailler sur ces questions du TDAH dans leur mémoire ou dans un contexte autre que celui de leur formation initiale, je vous invite vraiment à aller regarder cet article. Il est assez long, mais il est très éclairant si vous voulez pratiquer demain avec ce type de public. Voilà, je vais clôturer la partie sur la sémiologie et sur l'évaluation de l'enfant en TDAH. Je vous invite à noter vos questions, vos remarques, à relever vos interrogations ou des éléments qui vous seraient manquants pour une pratique clinique demain et à les évoquer avec moi lors du cours de régulation. Et ayez bien en tête que lors de ce cours, j'arriverai bien évidemment avec un nouveau contenu à vous proposer, mais que ce contenu n'aura pas vocation à occuper toute la durée du cours. Donc je compte sur vous pour que les échanges soient riches. N'hésitez pas à partager vos expériences, si vous en avez eu, vos réflexions, vos questions, et je prendrai le temps avec plaisir d'y répondre. Merci pour votre attention et à très bientôt.